Bonjour. Je vais commencer par appeler Valérie Masson-Delmotte, qui est directrice de recherche au CEA et qui, depuis très peu, est coprésidente du groupe 1 du GIEC, c'est-à-dire celui qui s'occupe du climat. Elle va vous en parler elle-même. Et nous sommes très très fiers d'avoir une femme jeune qui va être une des dirigeantes de ce groupe. À toi, Valérie. Merci beaucoup. Donc, ce que je prévois de faire, c'est vous faire un tour d'horizon rapide sur l'état des lieux par rapport au changement climatique, vous montrer également une grille d'analyse par rapport aux enjeux de la conférence de Paris, en particulier à travers l'analyse des contributions volontaires qui ont été rendues publiques pour plus de 160 pays en préambule en fait à cette négociation. Et avant de démarrer, ce que je veux faire, c'est inscrire finalement l'enjeu de la conférence de Paris, mais aussi les enjeux en matière de changement climatique dans un contexte historique. Alors moi, je fais démarrer ici cette frise au rapport Brundtland en 1987 qui pose le principe du développement soutenable, le développement durable en français, et qui inscrit dans l'agenda international les enjeux du développement et la prise en compte des enjeux environnementaux. L'état des lieux en termes de changement climatique, il est complexe. Il mobilise des communautés scientifiques très larges autour de l'étude du climat lui-même, passé, présent, futur, de l'étude des processus à la compréhension de sa variabilité, à la construction d'outils de modélisation permettant de donner sens à ce qui s'est déjà produit et d'anticiper les risques futurs, mais aussi toutes les communautés scientifiques mobilisées autour de l'adaptation, l'étude des impacts, des vulnérabilités, toutes les communautés scientifiques mobilisées autour de l'élaboration de trajectoires de développement permettant de maîtriser les rejets de gaz à effet de serre et par là l'évolution future du climat. Des milliers de publications scientifiques, des dizaines de milliers de scientifiques, une complexité qui nécessite de faire un état des lieux régulier, et c'est vraiment l'objectif du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui ne fait pas de recherche, qui ne fait pas d'observation, qui ne fait pas de simulation, mais qui, sur la base des publications scientifiques, fait un état des lieux critique autour des éléments qui sont robustes, l'analyse des controverses scientifiques, mais également une analyse approfondie des incertitudes. Donc ce groupe intergouvernemental a été mis en place en 1988 et a rendu son premier rapport en 1990, avec le constat d'un réchauffement, la description des sciences du climat et puis des incertitudes, mais c'est tout. Et puis en 1992, le sommet de la Terre à Rio a mis en place la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, c'est-à-dire la structure qui met en place le dialogue entre les différents gouvernements dans l'optique dans ses statuts, d'éviter une interférence dangereuse des activités humaines avec l'évolution du climat. Le deuxième rapport du GIEC en 1995 observe avec prudence une empreinte discernable de l'influence humaine sur le climat global et dessine un certain nombre de trajectoires possibles d'évolution future du climat avec une convergence principalement autour des changements de température. D'un point de vue négociation internationale, se met laborieusement en place le protocole de Kyoto entre 1997 et 2005. Il est ratifié par tous les pays, mais n'intègre des objectifs chiffrés que pour les pays industrialisés, qui étaient en 1990 les principaux responsables des rejets de gaz à effet de serre. L'objectif pour ces pays industrialisés, c'est une baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% à horizon 2012 par rapport à l'année de référence qui est 1990. Les scientifiques continuent leur travail. Le troisième rapport du GIEC en 2001 conclut à un rôle déterminant des activités humaines dans le réchauffement depuis 1950, explore les risques d'évolution future avec toujours des incertitudes qui restent importantes, une dispersion entre les projections, une difficulté à évaluer par exemple les enjeux en termes de changement de niveau des mers. Et puis le constat scientifique s'affine au fur et à mesure de l'élaboration des outils de modélisation. En 2007, le constat d'un changement climatique sans équivoque, principalement dû au rejet de gaz à effet de serre, des projections qui sont de plus en plus précises par rapport aux risques futurs, une mise en évidence d'une relation entre changement climatique et événements extrêmes qui se dessine petit à petit,
Donc un constat scientifique qui insiste sur à la fois les enjeux de sécurité d'un changement climatique non maîtrisé et puis sur les trajectoires de développement compatibles avec une maîtrise de l'évolution future du climat. Les négociations internationales se poursuivent en 2009 avec la 15e conférence des parties de la Convention climat à Copenhague. Alors c'est une conférence qu'on peut considérer comme un semi-échec, puisqu'il n'y a pas eu de mise en place d'un accord international au-delà de 2015, et c'était son objectif initial. C'est une conférence où l'approche européenne, qui consiste à se fixer un objectif commun et le partager entre les différents pays, a perdu cette approche-là, parce que des pays comme les États-Unis, la Chine, les grands émergents refusent de se voir dicter un objectif par une instance internationale, veulent rester maîtres de leur développement. Cependant, les politiques ont inscrit dans ce traité, le traité de Copenhague, un seul objectif en termes d'évolution du climat, c'est celui de limiter l'ampleur du réchauffement à 2 degrés par rapport au climat du XIXe siècle, et c'est le seul objectif qui est inscrit aujourd'hui dans l'agenda international. Ce n'est pas quelque chose qui est prescrit par les scientifiques, c'est vraiment un choix politique sur la base en particulier des enjeux de sécurité associés à un changement climatique non maîtrisé. On passe ensuite à un autre mode de négociation entre les différents pays, sur la base plutôt du bottom-up, c'est-à-dire des contributions volontaires déjà inscrites suite à la conférence de Copenhague, et donc sur la base d'une plateforme qu'on appelle la plateforme de Durban, où chaque pays propose sa trajectoire de développement, ses dimensions d'action concrètes, donc des engagements volontaires, dans l'optique de préparer un accord en 2015. Les négociations internationales intègrent par exemple la question de la déforestation, elles intègrent la question de l'adaptation, des dommages du changement climatique et le principe d'une aide des pays industrialisés aux pays en développement, à la fois pour le transfert de technologies et pour un développement utilisant des technologies propres, et aussi pour la mise en place de leur adaptation au changement climatique. Je vais maintenant vous dresser un bref état des lieux vis-à-vis de l'évolution du climat à partir des points clés du 5e rapport du GIEC, qui renforce le constat d'une influence humaine déjà forte sur le climat actuel, pas uniquement le réchauffement de l'atmosphère ou des océans, mais aussi la montée du niveau des mers, certains changements du cycle de l'eau, le renforcement d'événements extrêmes comme les vagues de chaleur ou les fortes précipitations, et qui dresse aussi plus clairement le lien entre les émissions cumulées de gaz à effet de serre, passées, présentes et futures, et l'ampleur du réchauffement à venir, ainsi que, je pense que c'est vraiment un progrès majeur pour ce 5e rapport du GIEC, des connaissances scientifiques renforcées autour des vulnérabilités, des impacts et des limites à l'adaptation dans les différentes régions, dans les différents secteurs d'activité. Alors bien sûr, le constat d'un climat qui change à travers une accumulation d'énergie dans le système climatique et qui est sans équivoque. Alors on peut le regarder de plusieurs manières, sous forme d'une carte du réchauffement à la surface de la Terre. C'est un indicateur pertinent pour nous, habitants de la surface de cette planète, mais ce n'est pas le seul indicateur de cette accumulation d'énergie. Un réchauffement de 0,85 degrés sur cette période, plus prononcé au-dessus des continents que des océans, particulièrement intense autour de l'Arctique, et à chaque fois, ces caractéristiques, elles résultent de processus physiques, l'inertie des océans, l'effet amplificateur lorsqu'on a des sols sur les continents qui deviennent secs sur les vagues de chaleur, la perte de l'effet miroir de la neige ou de la banquise, l'augmentation de la quantité de vapeur d'eau dans un climat plus chaud, qui sont tous des phénomènes amplificateurs particulièrement prononcés autour de l'Arctique. Donc l'ensemble des phénomènes à l'œuvre, c'est un réchauffement des basses couches de l'atmosphère qui contiennent donc plus d'humidité, 7% de plus par degré de réchauffement en moyenne, une réduction de l'enneigement, une réduction du volume des glaciers de manière généralisée, une augmentation donc de la température des océans en surface et en profondeur, une forte réduction de la couverture de banquise sur l'océan Arctique. Et puis comme les océans se réchauffent, ils se dilatent, comme l'eau piégée sur les continents sous forme de glace rejoint les océans, une augmentation du niveau moyen des mers, 20 cm au XXe siècle, 3 mm par an depuis une vingtaine d'années. Donc cette accumulation d'énergie, elle est sans équivoque. On peut le regarder spatialement, on peut le regarder dans différentes variables, et on peut également le regarder au fur et à mesure du temps. Et ce que je vous propose là, c'est la courbe la plus récente. C'est l'analyse des changements de température pour chaque année entre le mois de novembre de l'année précédente et le mois d'octobre courant.
qui permet de mettre à jour jusqu'en octobre 2015. Donc c'est un travail ici de l'Agence américaine Océan-Atmosphère. C'est exprimé en degrés Fahrenheit, donc pour les degrés Celsius, c'est un facteur 2, on est entre plus ou moins 0,5 degrés sur l'axe vertical. Donc on voit ici une structure complexe également dans le temps de cette évolution de la température, sachant que la quantité d'énergie finalement accumulée dans la machine climatique, elle va dépendre de facteurs naturels. L'activité du Soleil et ses petites variations, l'activité des volcans et leur effet parasol par les poussières volcaniques. Elle va aussi dépendre ici des variations de stockage d'énergie entre l'océan et l'atmosphère d'une année à l'autre. Et puis enfin, elle va dépendre de l'influence humaine que je vais détailler par la suite. On peut déjà discerner, par exemple, sur ce graphique-là, l'effet du volcan Pinatubo en 1991 avec ce petit coup de froid, ici. Ensuite, des années remarquables, particulièrement chaudes, c'était le cas en 97-98, c'est le cas en 2015. Ce sont des années marquées par un phénomène El Niño dans l'océan Pacifique équatorial, avec l'océan qui va ressortir de la chaleur vers l'atmosphère. Et comme ça se superpose à une accumulation d'énergie sur le long terme, ce sont des années qui vont être marquées par des records de température. Donc 2015 sera l'année la plus chaude depuis le début des mesures météorologiques. Les modèles numériques servent à faire la prévision du temps, vous le savez. Quand on intègre l'atmosphère mais aussi l'océan, on peut aussi anticiper sur l'évolution de ces événements de type El Niño qui sont un peu à l'interface entre météorologie et climat. Et on est capable de fournir des informations sur, une fois que ces événements se déclenchent, leur trajectoire sur les prochains mois, ce qui permet aux pays concernés d'anticiper sur le risque, par exemple, d'inondation ou de sécheresse, de feux de forêt, et de planifier une réponse intelligente quelques mois à l'avance. Et donc on voit là tout l'intérêt de la capacité de se projeter vers l'avenir. Alors l'accumulation d'énergie dans la machine climatique, elle se traduit par le réchauffement de l'air, c'est 1% de l'énergie en plus. Le réchauffement des sols, 3% de l'énergie en plus. La fonte des glaces, 3% de l'énergie en plus convertie. Mais le gros de l'énergie supplémentaire emmagasinée dans le système climatique, elle est stockée dans les océans. Donc les océans amortissent la perturbation à la surface de la Terre en accumulant cette quantité supplémentaire d'énergie. Et en même temps, ils vont faire persister le réchauffement très longtemps par des eaux de mer plus chaudes qui vont fournir davantage d'énergie à la base de l'atmosphère. Et cette caractéristique-là, elle marque une forme d'irréversibilité par rapport à la perturbation qu'on exerce sur le climat, en tout cas à l'échelle de plusieurs générations humaines. Alors, le deuxième point de ma présentation, c'est l'influence humaine sur le climat, qui est clairement établie. Elle est établie sur la composition atmosphérique à l'échelle globale. Elle est établie sur les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace. C'est ce qui est responsable de cette accumulation d'énergie, sans aucun doute. Et enfin, elle est établie sur un certain nombre de caractéristiques de l'évolution du climat à grande échelle, mais pas sur tous les aspects des variations régionales. Alors, c'est le deuxième volet de cette présentation. Alors, l'influence humaine clairement établie sur la composition atmosphérique, c'est évident ici. Vous avez trois courbes qui représentent la concentration dans l'atmosphère de trois gaz à effet de serre qui sont présents naturellement, le dioxyde de carbone en haut, le méthane en milieu, l'oxyde nitreux en bas. À la fin de l'enregistrement, vous voyez un trait continu bleu, ce sont les mesures directes dans l'atmosphère pour lesquelles on ne dispose que d'une vingtaine d'années à une cinquantaine d'années de mesures au mieux. Et les petits points ensuite sont les mesures faites dans l'air piégé dans la neige et la glace de l'Antarctique qui nous permettent de connaître précisément les variations précédentes. Donc vous voyez cette perturbation extrêmement profonde depuis le début de l'ère industrielle. Le volet de droite commence en 1750. Donc c'est essentiellement d'abord lié à la déforestation pour le dioxyde de carbone et puis l'utilisation du charbon à laquelle se superpose à partir essentiellement du milieu du XXe siècle l'utilisation du pétrole, d'où l'accélération qu'on observe. Et puis depuis une quinzaine d'années, une consommation croissante de charbon qui est le moteur de l'émergence économique de la Chine et de son industrialisation. Pour l'évolution de la concentration en méthane, c'est l'agriculture, l'élevage intensif, la riziculture, des fuites dans les réseaux de distribution de gaz, dans les mines de charbon, c'est également la fermentation des déchets, l'irrigation pour, par exemple, l'hydroélectricité. Donc un ensemble de facteurs qui sont liés à de nombreuses facettes de nos activités. Pour l'oxyde nitreux, c'est lié à certains processus industriels ou l'utilisation d'engrais azotés. Donc nous perturbons très profondément la composition atmosphérique. Nous atteignons aujourd'hui des niveaux de gaz à effet de serre qui sont sans précédent sur plusieurs millions d'années.
Et puis le climat commence à réagir à cette perturbation. Et on ne peut pas quantifier l'effet de ces gaz sur le climat simplement en regardant leur concentration. On quantifie leur effet sur les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace, qu'on va exprimer en watts par mètre carré. L'activité du Soleil va un petit peu agir sur la quantité d'énergie qui rentre. Les changements de particules de pollution, les changements d'usage des sols vont jouer sur la quantité de rayonnement solaire qui est réfléchi. Les gaz à effet de serre vont jouer sur la quantité de rayonnement infrarouge de la Terre qui peut ou pas partir vers l'espace. Et c'est de cette manière-là, en travaillant sur les échanges de rayonnement, qu'on peut comparer chacun de ces facteurs. Donc cette figure un peu compliquée, elle présente entre 1750 et aujourd'hui l'effet sur les échanges de rayonnement des différents termes. En jaune en haut, les petites variations de l'activité du Soleil. Les pics noirs vers le bas, l'effet refroidissant, mais bref, des éruptions volcaniques majeures. Et puis, dans les traits de couleur, vous voyez les différentes facettes de l'influence humaine sur les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace. En négatif, l'effet refroidissant des particules de pollution, et puis leur effet indirect en orange sur la formation de certains nuages, l'effet net de l'usage des sols en vert. Et puis au-dessus de la courbe, vous voyez l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, au premier lieu desquels le dioxyde de carbone, puis le méthane, et enfin les autres. Donc il n'y a aucun doute que l'influence humaine est responsable d'un déséquilibre des échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace par l'augmentation de l'effet de serre, en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Vous voyez également que les facteurs naturels, soleil, volcan, ils ont un effet de modulation à court terme, mais ne peuvent être en rien responsables de l'accumulation d'énergie qui est observée depuis une cinquantaine d'années. L'influence humaine, elle est également majeure sur le cycle du carbone. Donc nous rejetons du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et de ce fait, une partie de ce dioxyde de carbone supplémentaire va rentrer dans les océans. Ça va modifier la physico-chimie des océans, mais ça va également agir sur les écosystèmes marins. La fraction de nos émissions qui est absorbée par les océans, vous voyez qu'elle augmente, c'est la partie en bleu, mais les océans n'arrivent à capter qu'environ un quart chaque année de nos rejets de dioxyde de carbone. Vous voyez également qu'avec une teneur en CO2 qui augmente, les sols, la végétation capturent également du CO2 transformé en matière organique. Cette fraction qui va être piégée sur les continents par la végétation, elle dépend du climat, elle est très fluctuante, en particulier en fonction des sécheresses qui limitent la capacité de photosynthèse. Et la végétation a une capacité à stocker de l'ordre de 20 à 25% chaque année de nos émissions de dioxyde de carbone. Et donc le reste, environ la moitié chaque année de nos rejets de dioxyde de carbone s'accumulent dans l'atmosphère. C'est la courbe en bleu que vous voyez augmenter. Et c'est ça qui est responsable des concentrations de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone qui augmentent au fur et à mesure du temps. De la même manière, donc l'océan qui absorbe du dioxyde de carbone, ça va propager notre perturbation sur le long terme parce qu'on a accumulé la quantité de dioxyde de carbone dans les océans. Et donc, ça va maintenir sur le long terme un niveau plus élevé de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, il y a une caractéristique qui est également irréversible. Sur le long terme, par rapport à la perturbation que l'on exerce, on estime qu'entre de l'ordre de 30% de nos rejets aujourd'hui de dioxyde de carbone continueront à agir sur le climat sur une échelle de temps de l'ordre du millénaire ou plus. Et puis enfin, cette acidification de l'océan pose des risques directs, en particulier de perte d'écosystèmes, comme certains récifs coralliens particulièrement vulnérables. Des conséquences également sur les ressources en coquillages pour des ressources alimentaires. Pour ensuite évaluer l'influence de l'homme, non pas sur la composition de l'atmosphère ou les échanges de rayonnement, mais sur le climat, on utilise la modélisation numérique parce qu'il est impossible de faire une maquette en laboratoire du fonctionnement du climat de la Terre. On n'a pas deux planètes en parallèle, une avec l'activité humaine et l'autre sans. Donc on utilise une représentation simplifiée, mais la plus juste possible, du fonctionnement de l'atmosphère, de l'océan, de la surface des continents, la végétation de manière simplifiée, les glaces, et même une représentation simplifiée du vivant dans l'océan, de manière à pouvoir représenter à la fois le climat et le cycle du carbone. Et avec ce type d'outils, on va refaire des simulations, par exemple du XXe siècle, avec ou sans l'influence humaine. Ces modèles de climat, ils sont mis au point pour le climat actuel. On les teste aussi par rapport aux grands changements climatiques passés,
Et ce sont les seuls outils dont on dispose par rapport aux risques d'évolution future. Ils sont à l'origine de la conclusion très claire d'une influence humaine dominante sur le climat à l'échelle globale. Vous avez par exemple en bleu l'enveloppe des simulations effectuées avec 40 modèles de climat différents, uniquement en prenant en compte les facteurs naturels, soleil, volcan. Et vous voyez qu'on n'explique pas le réchauffement en cours. À l'inverse, en prenant en compte l'influence humaine, en refaisant des simulations avec ces 40 modèles de climat différents, on obtient l'enveloppe rose. Et vous voyez qu'on est capable de représenter assez correctement à la fois l'ampleur du réchauffement observé, sa structure dans le temps, le fait que le réchauffement est plus prononcé au-dessus des continents que des océans, et puis l'accumulation progressive d'énergie en surface puis en profondeur dans les océans. Et donc les conclusions aujourd'hui sont que l'influence humaine, elle est détectée dans le réchauffement de l'atmosphère, de l'océan, dans les changements du cycle de l'eau, une augmentation des pluies dans les régions froides, par exemple, une augmentation des précipitations. À l'inverse, une diminution des précipitations dans les régions de climat méditerranéen, dans la réduction des zones enneigées et englacées autour de l'Arctique, dans la montée du niveau des mers, et enfin dans l'intensité des vagues de chaleur et dans certaines régions, l'intensité des fortes précipitations. Cette intensité des fortes précipitations, des pluies torrentielles, elle est renforcée par des océans plus chauds qui peuvent fournir plus d'évaporation, et puis également par une atmosphère plus chaude qui peut transporter plus d'humidité que si ce réchauffement n'avait pas eu lieu. Alors l'évolution future du climat, c'est un enjeu de sécurité pour les biens, de sécurité pour les infrastructures, pour les écosystèmes et pour les économies. Pour évaluer les risques d'évolution future du climat, on utilise donc ces modèles numériques, mais on est obligé de faire un certain nombre d'hypothèses sur les scénarios finalement de développement et sur la perturbation que nous allons exercer sur les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace. Donc il y a une famille de scénarios qui est explorée, des scénarios de laisser-faire, le scénario qui apparaît en rouge où la perturbation radiative augmente au long du XXIe siècle pour être quasiment multipliée par 4, des scénarios de stabilisation au milieu à la fin de ce siècle, et puis un scénario de transition énergétique et agroforestière mondiale rapide, donc un scénario sombre, le scénario bleu, qui envisage une maîtrise de la perturbation radiative quasiment au niveau actuel, de 2,2 à 2,6 watts par mètre carré, et puis une relative diminution, une faible diminution à la fin de ce siècle. Ces scénarios, ils impliquent des trajectoires de développement extrêmement différentes. Par exemple, le scénario rouge, il implique que nos émissions de dioxyde de carbone augmentent année après année, à peu près au rythme des derniers 50 ans. Donc ça implique des investissements croissants pour l'exploitation des ressources fossiles, pétrole, charbon, gaz non conventionnel et pétrole non conventionnel. Les scénarios sombres, il implique que les émissions mondiales de gaz à effet de serre, au lieu d'augmenter année après année, se stabilisent très vite dans les 20 ans à venir, et ensuite diminuent très fortement, de plusieurs pourcents par an, jusqu'à être quasi nulles à la fin de ce siècle. Ça implique bien sûr un développement à grande échelle des énergies non carbonées pour la production électrique. Ça implique une efficacité énergétique dans tous les secteurs d'activité. Ça implique une modification des pratiques agricoles pour stocker du carbone dans les sols, une préservation des forêts, et donc des modes de développement à grande échelle extrêmement différents. En ce qui concerne l'évolution du futur du climat, dans tous les cas, on s'attend à une poursuite du réchauffement. Dans le scénario sobre, à peu près au rythme actuel d'ici à 2050, et puis ensuite un climat qui se stabilise, à peu près 2 degrés de plus qu'au niveau du XIXe siècle. Dans tous les autres scénarios, le réchauffement s'amplifie et se poursuit au-delà du XXIe siècle, c'est-à-dire se poursuit pendant plusieurs siècles. Dans le scénario du laisser-faire, un réchauffement supplémentaire de l'ordre de 4 degrés à horizon 2100 et autour de 4 degrés supplémentaires dans les 2 siècles suivants. Dans tous les cas, on s'attend à un réchauffement plus prononcé au-dessus des continents qu'au-dessus des océans, très marqué autour de l'Arctique, c'est-à-dire ce qu'on observe déjà, mais avec une intensité renforcée. Le scénario du laisser-faire, c'est des changements de température 30 à 50 fois plus rapides que les changements passés les plus rapides que l'on ait connus à l'échelle des variations glaciaires interglaciaires. Et cette vitesse des changements, elle est particulièrement préoccupante pour la capacité d'adaptation des écosystèmes, mais aussi pour la capacité d'adaptation de nos infrastructures. 2 degrés de plus, ça veut dire que Paris, à la fin de ce siècle, a le climat de Toulouse. 4 degrés de plus, ça veut dire qu'au milieu de ce siècle, Paris a en gros le climat de Cordoue. Est-ce qu'on sera capable d'adapter nos villes pour assurer un confort thermique en été suffisamment rapidement
par rapport à ces amplitudes de réchauffement. La plupart des caractéristiques du changement climatique, elles vont persister pendant longtemps. Une partie de l'évolution, elle est inéluctable, il va falloir faire avec et donc construire des stratégies intelligentes pour nous y adapter et pour éviter d'être piégés sur des trajectoires de vulnérabilité. Et puis enfin, l'amplitude du réchauffement dépendra des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et je vais revenir dessus dans quelques minutes. Donc il y a des enjeux très importants par rapport au changement de température parce qu'on s'attend à une forte amplification de l'intensité, la durée et la fréquence des vagues de chaleur. C'est ce qui est déjà observé sur la plupart des continents. Ces vagues de chaleur, elles ont des impacts sur les rendements agricoles, elles entraînent des dépérissements de forêts et elles renforcent l'intensité des sécheresses dans de nombreuses régions. Je pars des sécheresses pour aller sur les changements du cycle de l'eau. On s'attend à des conséquences très contrastées sur la répartition des précipitations. Dans les régions, je dirais, froides, une réponse plutôt thermodynamique, plus doux, plus humide. Dans les régions de climat semi-aride ou méditerranéen, on s'attend à l'inverse à une baisse des précipitations du fait d'un changement à grande échelle de la circulation en 3 dimensions de l'atmosphère. Donc des contrastes extrêmement marqués qui renforceraient les hétérogénéités de répartition de la pluviométrie. On s'attend également à un renforcement dans toutes les régions de l'intensité des précipitations torrentielles, que ce soit dans les régions de mousson ou que ce soit dans les régions tempérées. L'analyse, par exemple, de la vulnérabilité pour l'Europe, elle montre 2 facteurs clés, les vagues de chaleur plus fréquentes et les événements de forte pluie et le risque d'inondation associé. Dans le cadre d'un réchauffement de l'ordre de 4 degrés, il n'y a aucun doute que même pour l'Europe, on dépasserait largement les capacités d'adaptation. Pour un réchauffement maîtrisé de l'ordre de 2 degrés, on est capable de mettre en place des infrastructures et des systèmes pour atténuer et maîtriser les conséquences en termes d'augmentation d'événements extrêmes ou en termes de conséquences plus directes du réchauffement. Il y a une énorme différence, en fait, sur les impacts régionaux entre 2 degrés, 3 degrés ou 4 degrés de réchauffement. C'est parfois pas très intuitif, mais on a vraiment des non-linéarités et des conséquences extrêmement contrastées avec l'amplitude du réchauffement global. En ce qui concerne les changements de niveau des mers, dans le 5e rapport du GIEC, dans le scénario le plus optimiste, on s'attend à 40 cm de plus à horizon 2100. Dans le scénario du laisser-faire, de l'ordre de 60 cm à 1 mètre, on a une incertitude qui reste importante sur l'ampleur maximale possible, du fait de difficultés pour anticiper le fonctionnement de l'Antarctique. On sait également qu'il y a une dimension potentiellement irréversible en ce qui concerne la réponse des calottes de glace du côté du Groenland ou du côté de l'Antarctique sur le long terme. Donc cette question du niveau des mers, c'est une question extrêmement importante pour la gestion des impacts du changement climatique sur le littoral, sachant que le littoral, il est à la conjonction d'un ensemble de facteurs, de pression anthropique, de modifications à grande échelle. Je parlais tout à l'heure de trajectoire de vulnérabilité. En France, par exemple, on construit chaque année 3% de plus de logements en zone inondable. Et donc c'est quelque chose qui va démultiplier finalement l'effet du changement climatique sur le coût des dommages à venir. Donc on a vraiment toutes ces dimensions qui sont extrêmement importantes à anticiper. Donc pour résumer, 2000 pages de rapport du groupe 2 du GIEC en une diapositive. Le changement climatique, avec simplement 0,85 degrés de réchauffement aujourd'hui, il crée déjà de nouveaux risques pour des systèmes uniques et menacés. On peut parler de dépérissement de forêts, de l'état de récifs coralliens. On peut parler aussi des dommages sur des cultures uniques, par exemple les cultures des peuples du Grand Nord qui ont une tradition qui dépend de l'enneigement ou de l'englacement. On a également déjà un renforcement de l'intensité des événements extrêmes, mais plutôt des impacts régionaux. Et plus l'ampleur du réchauffement à venir sera importante, plus on va renforcer à la fois l'intensité, mais aussi le risque d'impacts non pas régionaux, mais vraiment à échelle globale. En ce qui touche par exemple à la sécurité alimentaire, ce qui touche au fonctionnement des marchés des denrées agricoles, par exemple. Donc, on est aujourd'hui mal adapté au climat actuel. On en a la preuve par la vulnérabilité régulière. Donc, le changement climatique va créer de nouveaux risques donc pour les personnes, les économies et les écosystèmes, amplifier les risques existants, quel que soit le niveau de développement des pays. Et les populations les plus pauvres, celles qui vivent dans les zones à risque, sont évidemment les plus vulnérables. Plus l'amplitude et la vitesse du changement seront importantes, plus on dépassera la probabilité, plus on dépassera les limites d'adaptation. Et la question de la gouvernance par rapport à cette question de l'adaptation, elle est centrale.
Alors pour terminer sur une grille de lecture par rapport à la conférence de Paris, l'amplitude du réchauffement climatique à venir, exprimée ici en degrés, elle dépend du cumul des émissions de dioxyde de carbone passées, présentes et futures, par l'effet intégrateur et en particulier par l'inertie de l'océan. Sur un système formidablement complexe comme le climat, on a au final une relation assez linéaire entre l'ampleur du réchauffement et l'intégrale des émissions passées, présentes et futures de CO2. Ça permet de traduire un objectif en termes de maîtrise du changement climatique, par exemple moins de 2 degrés, en un budget carbone compatible avec une certaine probabilité de succès. Si on veut limiter le réchauffement avec 2/3 de chances de succès à moins de 2 degrés, il ne faut pas rejeter plus de 2900 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on en a déjà rejeté 2000, c'est-à-dire les 2/3 de ce budget carbone, dont la moitié au cours des derniers 30 ans. Le reste à émettre compatible avec cet objectif de 2 degrés qui, je vous le rappelle, est inscrit dans les traités internationaux. Ces 900 milliards de tonnes de CO2, ça représente 25 ans des émissions mondiales au rythme de 2014. La donne, elle a bien sûr changé. En 1990, les responsables principaux des émissions de gaz à effet de serre, c'était les États-Unis, l'Union européenne et la Russie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la Chine, l'Inde, à elles deux, émettent autant de dioxyde de carbone que les pays industrialisés en 1990. Donc l'enjeu de l'accord de Paris, c'est bien sûr la recherche d'un accord qui soit universel, c'est-à-dire qui implique aussi bien les pays industrialisés anciens que les grands pays émergents et que les pays en développement. Contraignant, et la contrainte, elle peut venir simplement de la pression de l'opinion publique dans chaque pays, permettant de limiter le réchauffement avec un objectif aujourd'hui qui est inscrit, qui est celui de 2 degrés, et qui mobilise l'ensemble de la société civile en renforçant la coopération et en accélérant la transition. Donc ça fonctionne sur la base de contributions volontaires, les engagements volontaires des différents pays. Et les enjeux de cette négociation, c'est la mise en place d'un fonctionnement dynamique, plus souple que le protocole de Kyoto, qui puisse revoir à la hausse l'ambition régulièrement. Il y a aussi un enjeu de garantie de transparence et d'évaluation de ces engagements volontaires, et puis des enjeux sur les moyens de financement, en particulier l'engagement des pays, les réorientations de l'aide au développement, les financements privés, et la mobilisation, pas uniquement des gouvernements, mais également des grandes villes, des collectivités, de branches industrielles, par rapport à cette transition qui se dessine. Et pour terminer sur l'analyse de l'actualité la plus récente, donc, le programme cadre des Nations Unies sur le changement climatique a reçu aujourd'hui 140 contributions de 167 pays. Ces pays représentent 93% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc vous voyez qu'on change de périmètre par rapport à celui du protocole de Kyoto. Vous pouvez avoir accès à cette cartographie des émissions sur ce site, mais également sur le site de la Convention cadre des Nations Unies. Et c'est assez passionnant de lire comment chaque pays envisage sa transition énergétique, agricole, forestière. Des contributions parfois assez modestes, on va dire, mais d'autres qui sont très ambitieuses, en particulier sur des pays qui sont en train de mettre en place la plupart de leurs infrastructures. Vous avez en vert les trajectoires compatibles avec un réchauffement de moins de 2 degrés, des trajectoires avec une maîtrise des rejets de gaz à effet de serre rapide ou plus tardive, et donc si on tarde à agir, l'action à venir, elle est plus intense. Et vous avez en noir les émissions récentes, en bleu, ce que serait le laisser-faire, donc des émissions en forte augmentation. Et vous avez en rouge l'évaluation qui a été faite récemment par un groupe de travail pluridisciplinaire français financé par le ministère de l'Écologie et le ministère des Affaires étrangères. Donc les évaluations des engagements volontaires des différents pays, vous voyez que ça nous met sur une trajectoire qui n'est pas celle d'une maîtrise des rejets de gaz à effet de serre et d'une stabilisation des émissions. C'est une trajectoire qui est intermédiaire entre le laisser-faire et des trajectoires compatibles avec un réchauffement de moins de 2 degrés à horizon de la fin de ce siècle. Dans le meilleur des cas, pour l'instant, ces engagements volontaires seraient compatibles, à condition d'action très forte après 2030, à un réchauffement de l'ordre de 2,5 degrés, et sinon ce serait un réchauffement plus important. Donc de multiples enjeux pour terminer, la COP21 est la suite du processus, de l'échelle internationale à l'échelle régionale, à l'échelle des particuliers également, pour accélérer la transition. Imaginons que la COP21 soit un point de départ. L'émergence de réponses intelligentes qui combinent à la fois l'adaptation et l'atténuation. Je pense que c'est vraiment le grand défi d'arriver à combiner toutes ces dimensions dans la construction de ces réponses intelligentes. Et puis pour terminer, la recherche et l'innovation avec l'éducation et la formation qui sont essentielles pour cerner l'espace des problèmes, pour identifier les freins
et pour éclairer l'espace des solutions. Merci de votre attention. Auriez-vous des questions? Oui, bonjour. Vous n'avez pas parlé des risques d'emballement. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments? Alors, dans le fonctionnement du climat, dans la manière dont on simule les évolutions futures, il y a toujours un certain nombre de rétroactions qui sont à l'œuvre, donc des phénomènes amplificateurs. Dans les phénomènes amplificateurs de long terme, on a par exemple le dégel du pergélisol et le rejet de gaz à effet de serre par les sols gelés de l'Arctique. Dans le scénario de fort réchauffement, ça représenterait à horizon 2100 environ 20% d'émissions de gaz à effet de serre en plus de nos émissions anthropiques, dans le scénario de fortes émissions. Donc c'est plutôt quelque chose qui serait ce qu'on appelle nous une rétroaction positive, c'est-à-dire un phénomène amplificateur, mais assez graduel et sur le long terme. Ensuite, dans l'étude des projections climatiques, il y a un travail récent qui vient d'être publié dans la revue PNAS, la revue de l'Académie des sciences américaines, qui montre que dans certains modèles de climat, dans certaines régions, se produisent des changements qui sont relativement abrupts. Alors ça peut toucher à la banquise autour de l'Antarctique, à la circulation océanique profonde et à la banquise autour de l'Arctique. Ça peut toucher sur des déplacements des bandes de précipitations dans certaines régions tropicales. Donc, ces évolutions encore plus abruptes à l'échelle locale, elles sont particulièrement préoccupantes par rapport aux capacités d'adaptation, mais ça reste un sujet qui reste très discuté sur la confiance qu'on peut accorder à ces projections localement d'accélération. Donc nous, on essaie d'y contribuer, par exemple, en allant tester ces modèles de climat par rapport aux changements les plus abrupts qu'on connaisse dans l'histoire passée du climat. On a vraiment une question de crédibilité, d'évaluation de la pertinence des outils dont on dispose à ces échelles de temps-là. On a également, voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur cette question de l'emballement. C'est souvent quelque chose qui est présenté dans les films catastrophes et dans les médias. On essaie de l'aborder et on a plutôt des phénomènes amplificateurs de long terme que des simulations de rupture, en tout cas dans les connaissances qui existent. Merci d'abord de cette présentation tout à fait remarquable. Vous avez évoqué pour les particules qui posent des problèmes sanitaires qu'on connaît bien, le fait qu'elles avaient un effet plutôt protecteur en ce qui concerne le réchauffement. Or, moi, j'avais aussi, je me souviens de présentations par le CITEPA qui évoquait aussi le pouvoir radiatif des particules. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une ambiguïté. Il y a effectivement, pour certaines d'entre elles, peut-être cet effet protecteur, mais selon aussi la composition de ces particules, il peut y avoir cet effet radiatif. Vous pouvez en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc c'est un effet net qui a évolué. C'est un des facteurs très importants d'incertitude sur l'action de l'homme sur le climat, ces effets directs et indirects des différentes particules de pollution. Il n'y a aucun doute que le carbone suit, qui est émis en quantité colossale en Asie du Sud-Est aujourd'hui, est un facteur de réchauffement par des effets directs, mais aussi par des effets indirects en modifiant, par exemple, l'effet miroir de la neige. Voilà. Donc il y a bien sûr une différence selon les différentes catégories de particules, mais nous on distingue gaz à effet de serre et particules de pollution parce que les particules de pollution par nature, elles restent concentrées autour des zones des grandes villes et des zones industrielles, puisqu'ensuite très rapidement elles vont être lessivées par les précipitations et donc elles ont une caractéristique qui va être régionale, de court terme, à l'inverse des gaz à effet de serre qui sont bien mélangés dans l'atmosphère planétaire et qui présentent des enjeux également donc à échelle globale et de long terme. Et dans les trajectoires intelligentes d'atténuation, il y a la lutte contre les rejets de carbone suie, en particulier en Inde et en Chine, qui font partie des solutions évidemment, avec un double enjeu de santé et d'action par rapport au changement climatique. Alors il y a le carbone suie qui est celui aussi qui est pointé donc comme étant principalement associé au risque sanitaire, mais il y a aussi les oxydes de carbone. Et vous évoquiez essentiellement la source agricole pour ces oxydes de carbone. Or pour nous, c'était enfin les oxydes de carbone, les oxydes d'azote, excusez-moi, les oxydes d'azote. Et pour nous, la source est essentiellement les transports, d'où toutes les actions qui sont menées actuellement.
Alors ça va dépendre de l'échelle d'espace qu'on considère, bien sûr. Et puis on a donc différentes formes d'oxyde d'azote. Moi je mentionnais donc l'oxyde nitreux, qui est un gaz à effet de serre, le troisième le plus actif en fait au niveau global. Mais on a aussi toute une dimension de gaz réactif à courte durée de vie, très important en termes de santé publique. Donc je pense que donc, dans la partie des réponses intelligentes, moi j'ai centré ma présentation sous l'angle climat, mais il y a bien sûr dans l'action par rapport au changement climatique un certain nombre de co-bénéfices, en particulier en termes de santé publique, qui sont extrêmement importants à intégrer dans le coût de l'inaction par rapport au coût de l'action et à ses bénéfices. C'est un point qui est extrêmement important. D'ailleurs, je voudrais mentionner quelque chose. Donc, au niveau du GIEC, on est dans la phase de cadrage pour le 6e rapport qui sera rendu à horizon 2021-2022. Et d'ici au mois d'avril, on doit fournir, nous, une analyse scientifique par rapport aux attentes formulées par les gouvernements de rapports spéciaux. On peut produire 2, peut-être 3 rapports spéciaux entre-temps. Il y a 21 propositions sur la table. Il y a des propositions, par exemple, sur l'océan. Il y a des propositions sur les sécheresses et la désertification, sur la combinaison à court terme adaptation-atténuation, peut-être sur les villes résilientes. Il y a une des propositions qui est l'enjeu croisé climat-santé également. Bon, une dernière question, et s'il vous plaît, si vous pouviez vous présenter d'où vous parlez, ce serait bien pour tout le monde, pour continuer les conversations plus tard. Alors, Maria Neira de l'Organisation mondiale de la santé, vous félicitez pour une présentation extraordinaire. Et puis, je voulais justement toucher sur ce que vous venez de dire à l'instant. C'est l'importance, pour moi, un des enjeux les plus importants maintenant, c'est faire ressortir les énormes bénéfices pour la santé qu'il peut y avoir quand on travaille sur les causes des réchauffements climatiques. Et c'est là où on a un enjeu extrêmement important qu'on aurait dû peut-être mettre bien en avant de parler de tous ces enjeux, parce que ça aurait été un argument énorme pour arriver à cet, espérons-le, ambitieux traité des changements climatiques qui pourra représenter les plus importants traités de santé publique de ce siècle pour nous, en fait, si c'est bon. Merci. Merci de ce commentaire. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui a été initialement mis en avant, mais c'est quelque chose qui émerge de plus en plus. Et je pense plus on axe les politiques publiques à l'échelle des territoires, plus cet aspect-là ressort également de manière très claire.